Good afternoon, everyone. Un excellent après-midi, encore une fois, à vous toutes et tous, et je m'excuse de ces problèmes techniques qu'on a encourus. J'espère que maintenant, vous pourrez entendre tout. On va reprendre dès le début pour que tous puissent suivre toutes les parties de ce webinaire. Donc, je suis Selva Breslin, directrice exécutive du CELV, avec mon collègue, le professeur David Little. On va maintenant animer ce deuxième webinaire sur l'importance de l'éducation plurilingue et interculturelle et sur la recommandation du comité des ministres en la matière. On commence peut-être par la toile de fond du Conseil de l'Europe et après ceci, David, lui, m'a parlé des détails de l'éducation plurilingue et interculturelle. Permettez-moi de vous montrer mon écran. And to go back because the slides have moved forward. Here we go. Take two. Okay, so. Second essai. Le Conseil de l'Europe est la plus ancienne institution politique de l'Europe sur le plan intergouvernemental. Les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit sont les trois principes directeurs. On compte 46 États membres et 700 millions d'Européens. Et tous ces pays ont signé la Convention des droits humains. On soutient ceci par des conventions, par des chartes, par exemple la charte contre la violence contre les femmes et violence familiale, et également la convention contre la cybercriminalité, mais il y a également des recommandations qui ne sont pas contraignantes sur le plan juridique. Et on a également les mesures et programmes de renforcement des capacités, beaucoup d'entre elles en matière de l'éducation également. Le Conseil de l'Europe, il faut le savoir, n'est pas le Conseil européen qui, lui, est l'organe décisionnel de l'Union européenne. Union qui compte 27 États membres et aucun pays n'est jamais devenu membre de l'Union sans être membre du Conseil de l'Europe auparavant déjà. Donc, deux unions, deux organes séparés, deux institutions, mais qui travaillent très bien ensemble. Le comité des ministres est l'organe décisionnel du Conseil de l'Europe et le 2 février de cette année, la recommandation en matière d'éducation a été adoptée. Recommandation sur l'importance de l'éducation plurilingue et interculturelle pour une culture de la démocratie de 2022-1. Avant ceci, il y a eu un long processus de développement. Il y a eu un groupe de travail, un groupe de rédaction, David et moi-même. Nous avons travaillé dans ce groupe de rédaction et ensuite il y a eu le comité directeur de l'éducation à Strasbourg et le comité de direction du CELV de Graz. Et ceci nous a permis de penser à toutes les préoccupations des signataires. Et maintenant, on a un très bon texte. Nous le pensons, c'est un très bon exemple du multilatéralisme bien réussi. Maintenant, il nous faut prendre au sérieux cette recommandation. Maintenant, il s'agit de la période dure qui est celle de la mise en œuvre. Pourquoi une recommandation nouvelle? Pourquoi et pourquoi maintenant? Le Conseil de l'Europe développe des recommandations nouvelles quand il reconnaît des défis pan-européens et décide que les instruments politiques ne peuvent pas régler ce problème sur le plan politique, mais qu'il faut également une relance pour une collaboration plus étroite. Quels sont les problèmes dont on parle donc? Ici, juste un bref regard sur la motivation. Dans la motivation, on apporte deux développements spécifiques qui préoccupe le Conseil de l'Europe, c'est cette domination de l'anglais par rapport à d'autres langues et cette notion populiste que les langues minoritaires ou des migrants portent atteinte à la cohésion dans la société. Voilà deux grands défis et qui portent sur une grande préoccupation, c'est ce recul démocratique.
Donc, pour améliorer la qualité de l'éducation en langue, on doit également améliorer notre démocratie et vice-versa. Ici, la motivation de la recommandation, ceci nous montre que quand on met en œuvre l'éducation plurilingue et interculturelle, on renforce également les cultures démocratiques. Maintenant, je passe la parole à mon collègue David Hill qui, lui, se penchera sur les détails en matière d'éducation plurilingue et interculturelle. David, à toi la parole. Merci. Thank you, Sarah, Merci, Sarah. and good afternoon, Et un excellent après-midi à toutes et à tous, gentlemen. mesdames et messieurs. As Sarah has just said, Comme Sarah my vient de topic dire, this afternoon mon sujet pour cet après-midi what est is un plurilingual sujet and triple. intercultural education? L'éducation plurilingue et interculturelle, de quoi s'agit-il bien, pourquoi est-elle importante, pourquoi essaierait-on de la mettre en œuvre et comment le faire. But first, some Mais preliminary tout d'abord, juste des réflexions considerations in préliminaires relation to recommendation par rapport à la 2021. recommandation 2022-1. The concept of Le concept plurilingual de and l'éducation intercultural plurilingue et education interculturelle has implications connaît des for incidences pour la education totalité de la culture And that means that it éducative. poses Et a ceci veut major dire que c'est un challenge grand défi for pour tous les education acteurs agencies and stakeholders. éducatifs et parties As prenantes en paragraph éducation. 5 Comme of the le appendix paragraphe to the 5 de recommendation l'annexe à la acknowledges, recommandation le the full reconnaît, implementation la of mise en œuvre measures complète des proposed mesures is the work qui of nécessitent many une years coordination and au entails niveau shifts national not only in education représente des policy, années de travail car elle implique des changements non seulement dans les politiques et les attitudes to pratiques linguistic éducatives, and mais cultural aussi dans les attitudes de la société en matière de diversité On the other linguistique et hand, culturelle. the Council of De l'autre côté, le Conseil d'Europe, de longue date, s'est engagé vers le plurilinguisme et vers les approches plurilingues en éducation en général et en éducation aux langues en particulier. Le Conseil d'Europe s'est également engagé pour le développement de la conscience interculturelle et des and it's long compétences been committed to interculturelles education. et a toujours œuvré pour une éducation pour la citoyenneté démocratique. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau dans la recommandation. Found in existing On Council of peut Europe policy tout déjà trouver documents dans and des instruments, documents politiques et and instruments everything it existants proposes du is Conseil d'Europe. supported by a Et tout ce wide qu'on range propose est également soutenu par un grand éventail de projets du CELB, du présent et du passé. La finalité de cette recommandation, c'est d'utiliser le concept holistique de l'éducation plurilingue et interculturelle pour rappeler aux États membres les aspirations de longue date et pour donner à telles aspirations une relance nouvelle. Paragraph 1A of the recommendation Le paragraphe states 1A that the measures de set la out in the recommandation dit que should les be mesures implemented taking due dans account l'annexe devraient être mises en œuvre en tenant dûment compte des contextes nationaux, régionaux et ou locaux et conformément aux dispositions constitutionnelles. C'est-à-dire que la mise en œuvre devrait toujours être sensible au contexte. Et il y a même plus. L'éducation plurilingue et interculturelle existe dans beaucoup de formes et de tailles différentes. Tout en reconnaissant que la mise en œuvre totale des mesures présuppose un travail de plusieurs années, la recommandation dit également, cela dit, avant d'y parvenir, beaucoup de choses peuvent d'ores et déjà être accomplies en ajustant les politiques et pratiques au niveau des établissements et des classes on et existing en tirant Council parti of des Europe ressources resources. existantes du Conseil d'Europe. This paradox reminds us that Ce education paradoxe nous rappelle is que most efficient when the le progrès evolution of éducationnel policy est le plus is informed by efficace quand success. l'évolution de la politique est axée sur de la pratique réussie, quand les principes généraux ont testé contre les réalités
de l'expérience éducative vécue quand les réalités quotidiennes de l'école et de la classe, du collège ou de la salle de séminaire coïncident de manière critique avec les principes qui forgent la politique. Et ce paradoxe est d'ordre crucial pour ce qui va suivre. Ici, les réponses à mes trois questions, d'après le titre. La première question, qu'est-ce que l'éducation plurilingue et interculturelle? Là, j'aurai la réponse grâce à la définition fournie par la recommandation. Deuxième question, pourquoi devrait-on promouvoir l'éducation plurilingue et interculturelle? Pour répondre à ceci, je ferai référence aux principes directeurs définis par la recommandation, tout en les approfondissant en puisant dans l'exposé des motifs qui accompagnent la recommandation. Et ces deux jeux d'ensemble sont une approche descendante et pensent aux grands concepts sur le plan des politiques nationales et régionales. Quand on pense à la troisième question, comment peut-on mettre en œuvre l'éducation plurilingue et interculturelle, il nous faut être spécifique parce que, comme j'ai déjà dit, l'éducation plurilingue et interculturelle n'est pas une panacée, une solution qui marche toujours. Et pour ceci, j'aurai un exemple pris dans l'Irlande pour montrer ce qui est déjà possible dans un certain contexte éducatif. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'éducation plurilingue et interculturelle? Ici, la définition fournie par la recommandation. Et je vais vous citer les 5 points. Éducation plurilingue et interculturelle vise à favoriser le développement de répertoires linguistiques intégrés dans lesquels des liens se créent entre les langues qui s'influencent mutuellement. Ça, c'est un écho voulu de la partie 1.3 du CECR qui définit le plurilinguisme comme une compétence communicative à laquelle contribue toute connaissance et toute expérience des langues et dans laquelle les langues sont en corrélation et interagissent. Un tel répertoire inclut toutes les langues qu'une personne utilise, peu importe le niveau de maîtrise et quand et comment ces langues ont été apprises. Ensuite, les langues et cultures que les apprenants apportent avec eux, y compris les langues et cultures des signes, des minorités et des migrants. Le CECR, dans son approche axée sur l'action, par rapport à la définition de maîtrise, voit les utilisateurs et apprenants d'une langue comme acteurs sociaux, membres de la société qui ont des tâches, pas uniquement langagières, pour accomplir des tâches dans un ensemble donné de circonstances. Autrement dit, des apprenants de tout âge, même les très jeunes, ne sont pas de pages blanches. Ils disposent déjà d'un répertoire linguistique et culturel. L'éducation plurilingue et interculturelle prend également en considération les langues et cultures régionales, minoritaires et autres faisant partie du curriculum et qui diffèrent sensiblement du registre langagier au quotidien. Le concept du plurilinguisme englobe de différentes variétés de la même langue comme d'autres langues. Dans beaucoup de pays, les apprenants migrants disposent déjà d'un répertoire plurilingue.
mais l'éducation plurilingue et interculturelle est quelque chose pour tous. Et les enseignants de toutes les matières ont un mot à dire là-dedans. Plurilingual and intercultural education L'éducation plurilingue et interculturelle prend en compte, comme on a dit, des langues et cultures régionales, minoritaires et autres faisant partie du curriculum et des langues étrangères vivantes et classiques. C'est-à-dire que l'éducation plurilingue et interculturelle veut enseigner les langues étrangères secondes du curriculum d'une manière qui les intègre dans les répertoires plurilingues des apprenants. Voilà donc un rôle crucial pour l'utilisation de la langue cible. Certainement pas en excluant l'emploi d'autres langues, mais tout en soutenant l'emploi de la langue cible, en puisant dans toutes les ressources linguistiques et langagières de tous les membres du groupe ou de la classe. plurilingual and intercultural L'éducation plurilingue et interculturelle languages seeks to bring them into tient compte de tout ceci, mais également essaie de veiller à ce qu'il y ait interaction. L'interaction entre les langues dans l'esprit plurilingue de l'apprenant facilite l'interaction entre langues en communication et en apprentissage et enseignement et vice-versa. finally plurilingual and intercultural education Ensuite, l'éducation plurilingue et interculturelle tient compte des autres langues et cultures qui ne sont pas présentes à l'école et ne font pas partie du curriculum officiel. L'éducation plurilingue et interculturelle permet une conscience de langue et de culture dans la société, dans sa totalité. Pourquoi doit-on promouvoir l'éducation plurilingue et interculturelle? Ici, vous voyez les 7 principes qui sont définis dans l'article 4 de la recommandation. Le premier principe, l'éducation plurilingue et interculturelle est essentielle pour une éducation vers la culture démocratique. Et comme l'exposé des motifs dit, l'éducation prépare l'individu pour devenir un participant actif de la société en favorisant son épanouissement personnel tout en associant une responsabilité sociale croissante au développement de la conscience de soi, à la confiance en soi, à l'indépendance de la pensée et à une conscience critique de la culture et des langues. Ensuite, respecte et valorise la diversité linguistique et culturelle. La Convention culturelle européenne de 1954 se veut atteindre une harmonie plus profonde entre ses membres pour protéger et réaliser les idéaux et principes qui consistent leur patrimoine commun. Et le livre blanc sur le dialogue interculturel de 2008 définit l'intégration comme un processus bidirectionnel qui exige une réponse active de la part des communautés majoritaires et également minoritaires. L'éducation plurilingue et interculturelle soutient ces intentions politiques tout en respectant et valorisant la diversité linguistique et culturelle. Les principes 3 et 4, l'éducation plurilingue et interculturelle promeut la conscience de langue et la sensibilité linguistique à travers le curriculum et encourage une réflexion critique sur la diversité culturelle. all teachers are responsible for Quand les langues disponibles aux enseignants avec les expériences culturelles font partie du processus éducatif, tous les apprenants peuvent
développer une prise de conscience critique et compétences interculturelles. Avec le développement du répertoire plurilingue intégré, tous les enseignants donc, sont là responsables et aident les apprenants pour maîtriser la langue académique du sujet de la matière respective. Le cinquième principe, l'éducation plurilingue et interculturelle peut promouvoir la littératie numérique et la citoyenneté démocratique. Ceci est un élément de plus en plus important et la communication joue un rôle et a une place essentielle dans l'éducation plurilingue et interculturelle pour une culture de la démocratie. La citoyenneté numérique et l'implication croissante dans le monde numérique font intervenir une vaste gamme d'activités allant de la création, de la consommation, du partage des jeux et des relations sociales aux recherches, à la communication, à l'apprentissage et au travail. Et tout ceci est important dans l'expérience éducative. Le sixième principe, l'éducation plurilingue encourage et favorise l'autonomie de l'apprenant et valorise les voix des apprenants. Le Conseil de l'Europe a tout d'abord introduit ce concept de l'autonomie de l'apprenant par rapport à l'éducation aux langues, ceci déjà dans le rapport de Holletz en 1979. L'autonomisation des apprenants est là une dimension essentielle de l'éducation démocratique, de citation, du exposé des motifs. Faire une place à la voix des apprenants dans le processus éducatif est un moyen de développer leur capacité d'apprentissage autonome et leur esprit critique et ainsi de les préparer à participer activement au processus démocratique et à l'apprentissage tout au long de la vie. Réserver une place à la voix des élèves et des étudiants suppose de leur demander d'assumer une part de la responsabilité du processus d'enseignement et d'apprentissage et de les associer à l'organisation d'activités parascolaires. Enfin, le septième principe, l'éducation plurilingue et interculturelle soutient l'inclusion des apprenants défavorisés et marginalisés sur un pied égal avec d'autres apprenants. Parce qu'elle valorise les ressources linguistiques et culturelles de tous les élèves et étudiants et qu'elle en tire parti, l'éducation plurilingue et interculturelle favorise la pleine intégration de ceux qui appartiennent à des groupes défavorisés et marginalisés. Pour en faire la synthèse de ces deux premières parties donc, de ma présentation, je peux faire référence là au cadre de référence de compétences pour la culture démocratique, parce que il devrait être clair après ce que j'ai dit que l'éducation plurilingue et interculturelle nous aide à développer les compétences requises pour la citoyenneté démocratique. Le cadre de référence fait la synthèse de ces compétences dans ce graphique. Il y a là les valeurs, les aptitudes, le savoir et la compréhension critique et les aptitudes ou compétences. L'éducation plurilingue et interculturelle développe les compétences plurilingues et interculturelles. Et on développe également les connaissances et la compréhension critique des langues et de la communication. En faisant tout ceci, on promeut l'ouverture d'esprit vers les différences culturelles et on aide les apprenants à développer des valeurs de la diversité culturelle. Voilà pour de quoi il s'agit et pourquoi on voudrait que ceci soit mis en place. Mais comment
peut-on et veut-on mettre tout ceci en place? Maintenant, ici, je vois deux niveaux de deux institutions spéciales. Et avant de commencer cette troisième partie, mais ma gratitude va à Deirdre Curran, ma collaboratrice en recherche, qui avait dirigé l'école dont je veux vous parler maintenant. La voici, Shariza Khalili, une école pour de jeunes filles à Dublin ou dans la banlieue de Dublin, pour précisément. Ici, vous voyez des données pour l'année scolaire 2014-15, la dernière année scolaire dans laquelle Deirdre était directrice de cette école. Lors de cette année-là, l'école avait 320 élèves, tranche d'âge 4,5 jusqu'à 12,5. 80% d'entre eux sont venus de familles d'immigration. Au départ, ils ne disposaient pas ou presque pas de la langue anglaise. Il y avait 51 langues familiales, la plupart d'entre elles pas connues aux enseignants. Les voici par ordre alphabétique en anglais. Quelques-unes de ces langues sont représentées dans la plupart des classes scolaires et le polonais est l'exemple le plus important. Autre exemple, au niveau scolaire, c'est le tagalog, parce que l'hôpital dans le bassin versant de cette école connaît beaucoup de personnel philippin. La plupart des langues sont représentées par 3 jeunes filles ou des familles à un seul enfant. Ceci pose un très grand défi éducationnel. Et avant d'expliquer comment l'école réagit à ce défi, j'aimerais vous ouvrir juste quelque peu de contexte. L'irlandais est la première langue officielle et l'anglais en est la seconde en Irlande. Et ceci explique pourquoi la langue irlandaise est une matière obligatoire dès le début et jusqu'à la fin de la scolarisation. L'irlandais est la langue première, familiale ou préférée d'une petite minorité de la population. Il y a eu une croissance continue depuis les années 90. Entre 1996 et 2016, il y a eu une croissance de population de 31%. Maintenant, et de manière irréversible, l'Irlande est une société très diverse sur le plan linguistique et culturel. Et le défi auquel fait face cette école, ce n'est pas un phénomène transitoire, ça va nous accompagner éternellement. En Irlande, il y a 8 années d'école primaire, il y a 2 années préparatoires, les niveaux sont appelés Junior Infants et Senior Infants, ça correspond au préscolaire dans d'autres pays, et on compte 6 classes primaires. On les appelle classes en Irlande. En Irlande, nous avons un excellent curriculum axé sur l'enfant. Curriculum dont la finalité est que les élèves reconnaissent leur potentialité totale en tant qu'individu unique. Un curriculum qui affirme que les connaissances et expériences préexistantes de l'enfant sont la base pour tout apprentissage, que l'enfant est un acteur actif dans son propre apprentissage.
et we can qui cite souligne others également l'importance who de la were vie familiale. Il déclare que les as parents, au existed fil in des années 2015. primaires, sont les By principes setting et out les éducateurs 4 principaux. basic De manière très pedagogical claire, principles. ceci est une réflexion importante et Good quand la langue familiale n'est pas will learn une most version effectively de la langue if de they are scolarisation. encouraged to use all the languages at their disposal whenever they want to and for whatever purpose. Et ici, on voit également l'approche plurilingue et on voit que en tant que ces 4 principes de base, on pense tout d'abord à des élèves plurilingues qui apprennent de manière plus efficace quand ils sont encouragés à utiliser toutes les langues à leur disposition quand ils veulent le faire et pour n'importe quelle fin. Ce principe, of course, veut dire que les élèves ont des répertoires linguistiques totalement intégrés et que chacune des langues soit disponible pour utilisation spontanée et directe au sein des limites de leur maîtrise. Comment ces langues sont entrelacées et interagissent, pour citer le CECR, encore une fois, ça, c'est inconnu. Et on ne peut pas le savoir. Le principe numéro 2, même de très jeunes enfants savent comment ils peuvent utiliser leur langue familiale comme un outil d'apprentissage. Ce principe découle du fait que les langues familiales de l'élève sont le principal outil cognitif. C'est le moyen de leur pensée discursive et de leur conscience. Et ces fonctions des langues familiales des élèves expliquent pourquoi il serait certainement cruel, mal avisé et en vain de leur interdire d'utiliser leur langue à l'école. Le principe numéro 3, l'apprentissage et l'enseignement présuppose un dialogue exploratoire et on doit partager l'initiative dans le discours en classe. Ce principe coïncide avec les attentes d'un curriculum primaire et qui existe à toutes les écoles primaires en Irlande. Quand on utilise cette combinaison entre langue familiale et contrôle discursif, ils doivent avoir la possibilité d'être intégrés. Et cette combinaison, en fait, promeut très clairement l'auto-estime, l'autoconfiance et l'auto-efficacité des élèves. Et le 4e principe met l'accent bien clair sur le développement des aptitudes et sur la littératie des langues familiales en Irlande. Et ceci implique également le rôle des parents en contexte d'immigration. Ceci confirme également le principe numéro 3, le développement des aptitudes de littératie et ceci également pour développer les perspectives orales. Et la perspective de l'école, c'est de penser au niveau le plus possible de maîtrise, et ceci dans toutes les langues et à tous les niveaux pour développer des répertoires plurilingues. Donc, cette approche, comment a-t-elle fonctionné en classe? Tout d'abord, c'est important d'identifier les 3 fonctions des langues familiales. Ceci dans la vie et dans le discours en classe. Tout d'abord, on l'utilise dans la communication réciproque entre des langues familiales étroitement liées les unes aux autres. Ce qu'on voit là, c'est que les langues, par exemple, peuvent certainement être entrelacées et doivent ensuite également faire un rapport à soumettre aux pairs et aux enseignants en anglais.
Les langues familiales peuvent également être utilisées pour des fins non réciproques. C'est ce qu'on dit dans ma langue et la citation. Dans les classes juniors, on apprend à compter, à travailler avec des formes et couleurs et des jeux d'action qui sont des activités multilingues. Par exemple, des élèves qui apprennent à compter de 1 à 10 en anglais, après ceci en irlandais, et chacun des élèves après compte dans la classe, dans sa propre langue. Parfois, il faut intégrer les parents. Et cet emploi des langues familiales a soutenu l'apprentissage de l'anglais et de l'irlandais et également du contenu du curriculum. Troisièmement, les langues familiales sont une source de connaissances intuitives que les élèves individuels mettent à la disposition du reste de la classe en communication. Et ceci a enrichi très clairement le contenu du curriculum et a consolidé l'apprentissage. Un impact très évident, c'est le développement de niveaux extraordinairement élevé en ce qui concerne les connaissances et les aptitudes. Par exemple, dans la 3e classe, on apprend les fractions en mathématiques et un enseignant l'a fait. Il a utilisé le terme de fraction et l'a associé avec fracture et avec des synonymes break et split, mais également avec des mots pour break dans notre langue. Par exemple, un élève roumain a offert rupt, et là on pense à l'éruption, eruption d'un volcan, interruption et disruption. Voilà les similitudes. Et cette conscience linguistique fait son apparition également dans l'impact de la comparaison translinguistique. Dans une leçon de mathématiques en 4e, l'enseignante a posé la question, une ligne oblique, de quoi s'agit-il là? Et un élève roumain a dit, c'est comme oblique dans sa langue, quelque chose qu'on doit faire. Et l'enseignante, elle a expliqué la différence entre oblique et oblige. Un élève irlandais a noté que obligatory, c'est comme le oblique roumain. Un élève philippin a offert obligate. Un élève lituanien a répondu à la question originelle. Il y a une ligne oblique à la fin de la lettre Q dans une écriture que je ne peux pas utiliser pour cette présentation. Pour moi, le grand acquis de l'approche plurilingue de Skalviges, c'est le développement de la littératie plurilingue. Développement de la littératie, c'est ce dont on parle à tous les niveaux de l'éducation. Et les acquis sont toujours une question de littératie, n'est-ce pas? Et ce que l'école Skalviges a su faire, c'est de développer des niveaux de maîtrise en littératie selon les tranches d'âge. On a commencé au niveau Senior Infants, 5 ans et demi et plus, où les enseignants ont fourni des fiches de travail qu'on a pu remplir en anglais, en irlandais et dans les langues familiales. Et dans la first class, 6 ans et demi, voilà les résultats des élèves. Côté gauche, l'enseignante a fourni aux élèves une fiche avec juste 4 lignes et l'enseignante, après, a écrit au tableau « My school is Skalviges, my teacher is Miss Kay ». Les élèves ont copié ces 2 phrases et après, ont même fait un dessin avec un cerf-volant. Et là, on voit le résultat et les parents ont montré comment on écrit ces 2 phrases dans la langue
familial, qui est le polonais. Ici, côté droit, c'est un texte fourni en anglais et en russe. I'm 7 years old, I'm from Latvia, and my town is called Riga. I love to wear a cap. Voilà la version anglaise. Et après, elle écrit quelque chose de presque équivalent en russe. Ce qui est important en matière de ce texte, c'est qu'il a été rédigé en classe, sans aucune assistance. Donc, l'enseignant n'a pas pu aider avec le russe, mais a pu évidemment assister en ce qui concerne l'anglais. Dans la classe seconde et troisième, second class et third class, des textes à double langue deviennent plus sophistiqués, et en troisième, on voit même ici le résultat. Et l'histoire ici est la suivante. Dans la section actualité, au début de chaque journée scolaire, un élève a parlé d'un accident qu'il a eu au parc et a parlé de l'ambulance. Et en irlandais, classe d'irlandais, l'enseignante a utilisé ceci comme base pour réunir toute la classe et pour en rédiger un conte ou un récit en irlandais, phrase après phrase, et l'enseignante a donc écrit tout en corrigeant des erreurs, mais sans commentaire. Et tous ont copié ceci dans leur cahier d'exercice. Et le devoir, c'était certainement de renforcer l'apprentissage d'irlandais tout en fournissant un équivalent anglais. C'est ce qu'on voit ici côté droit. Et là, on fournit également une version du récit dans sa propre langue, ici le hongrois. Dans la quatrième classe, un élève roumain a rempli 6 pages du cahier avec un récit en anglais dans lequel plusieurs des personnages parlent le roumain. En cinquième, le français a été rajouté à l'anglais, à l'irlandais et aux langues familiales et a été appris tout en l'utilisant comme un moyen alternatif pour explorer les thématiques du curriculum. Il s'agit donc de phrases idiomatiques et de mots nouveaux qui après ont été intégrés dans l'enseignement tout au fil de la même semaine. Ici, vous en voyez 2 exemples de dessins et de textes fournis par des élèves dans un projet sur My House, My Home, où est-ce que je vis. Dans les 2 cas de figure, le premier texte est en irlandais, le deuxième texte est en français, et après, c'est le texte en langue familiale, Malayalam côté gauche, Tagalog côté droit, et après un petit peu de texte en anglais. Dans la 6e classe, les élèves se sont déjà engagés dans des jeux linguistiques complexes et ont écrit avec assurance en anglais, en irlandais, en français et dans leur langue familiale. Ici, mon exemple favori, 6th Class Fashion Show, un défilé de mode donc en 6e, et quelqu'un a dit, est-ce qu'on peut monter un défilé de mode? On l'organisera nous, mais on va inviter les parents et les grands-parents. Et l'enseignant était très, très content, ou elle, l'enseignante, était très contente parce que elle a dit, oui, vous pouvez faire ceci, mais à 2 conditions. Tout d'abord, puisque vous concevez le défilé, c'est à vous d'inclure toutes les langues dont on dispose, donc anglais, irlandais, français et toutes vos langues familiales. On devra toutes les utiliser pendant le défilé, mais utilisez-les d'une manière pour permettre à ceux dans le public qui ne les connaissent pas ou ne les maîtrisent pas de deviner de quoi vous parlez. Et
Deuxième condition, inventer un modèle et rédiger un texte sur tel modèle. Ici, l'exemple de Marcelina. My name is Marceline. My name is Marcelina. I'm 15 years old. Mais elle était 12. I'm in Hollister High. I'm not that girly. I do a lot of sports. My favorite is basketball. I have many trophies from basketball. I really like the color blue and aqua. Don't you think it's beautiful? I really love my friends. I always go shopping with them and go skateboarding with them. Here is a small part of my story. Enjoy. Voilà la citation. Et à la fin, il dit même enjoy. Et ensuite, on a la même chose en irlandais. Et je devrais vous dire que quand j'ai utilisé cet exemple il y a quelques ans, dans une présentation lors d'une conférence internationale, un collègue du département irlandais à une autre université en Irlande m'a dit on serait très content si tous pouvaient écrire avec cette assurance en irlandais et avec cette aisance. Ici, un texte en français, un petit plus court, mais ceci après un apprentissage de français d'1 an et demi. J'adore le basket. J'ai gagné beaucoup de trophies. J'adore les couleurs bleues et aqua. J'adore mes amis. Je fais le magasin toujours. Je vais avec mon ami à la musée. Bien. Voilà ce qu'elle a écrit. Et ensuite, on voit sa langue familiale, le mandarin. C'était l'école de week-end organisée par la communauté chinoise qui lui a permis de faire ceci. Il y a eu 3 atouts, 3 avantages qui ont découlé de cette éducation plurilingue. Tout d'abord, la version de Scarbegius de l'éducation plurilingue et interculturelle a connu un impact positif sur l'apprentissage de l'irlandais. Les élèves irlandais natifs ont été encouragés à penser à l'irlandais comme leur langue familiale, entre guillemets, parce que tous les élèves, tout d'abord, ont rencontré l'irlandais à leur départ scolaire. La langue est devenue un genre de pont entre l'anglais et les langues minoritaires, donc les langues familiales des élèves. Dès un âge très précoce, les élèves étaient motivés pour s'engager dans des projets ambitieux d'apprentissage autonome. Et l'utilisation des langues familiales a favorisé l'auto-estime des élèves. Les termes clés dans les réactions des élèves à la question « Quels sont les avantages d'utiliser sa langue familiale à l'école ?» Possibilités, avantages, explorer, oui. Personnel, amitié, connaissance, élargissement, plus proche, chaleureux, étincelle, point de vue, perspective, ensemble, aider, apprendre, le soutien, excellent, parler, être courageux. Et toutes ces phrases ou tous ces mots font appel à des concepts qui, eux, portent sur des compétences définies dans le cadre de référence auquel j'ai fait référence à la fin de ma deuxième partie. On devrait maintenant effleurer les acquis holistiques d'apprentissage. Grâce à cet accent bien marqué sur l'écriture, tous les élèves ont développé de très hauts niveaux de littératie selon leurs âges en anglais, irlandais et français. Leurs acquis en irlandais étaient vraiment excellents en ce qui concerne la gamme, la confiance et la maîtrise linguistique. Cette école était parmi les meilleurs 12% des écoles primaires pour leurs acquis et maîtrise en irlandais. Et les élèves de familles d'immigration ont développé une très bonne littératie selon leurs âges
en langue familiale. Et puisque les langues multiples étaient toujours au cœur des approches, on a acquis de très, très hauts niveaux de conscience métalinguistique. Et dans les tests normalisés, de la première à la sixième, cette école a toujours eu des résultats excellents et nettement plus élevés que la moyenne nationale. Mais qu'on n'oublie pas ceci. Ce dont je parle, c'est le résultat de 20 années de développement continu. Scourge a enregistré les premiers élèves immigrants aux années 90. Il y a eu une croissance énorme entre les 90 et 2014-15. Et l'approche que je viens de décrire découle d'un développement continu dans une succession infinie de petites étapes. Au début, les activités ont impliqué les langues familiales et ont été pilotées par un petit groupe d'enseignants plus chevronnés. Et de manière graduelle, d'autres enseignants se sont joints à l'approche. Ils ont vu l'impact positif. En 2014-15, l'approche a été appliquée au niveau omniscolaire et a été consacrée dans une politique linguistique. C'est une annexe à l'étude que j'ai faite avec ma collègue Kirwan en 2019. Voici l'impact du Conseil de l'Europe par rapport à ses principes politiques et valeurs, impact donc sur le développement de cette approche plurilingue et interculturelle. La décision originelle d'inclure les langues familiales dans l'expérience éducative a été motivée par deux préoccupations: que les élèves immigrants ne perdent pas leur langue familiale et qu'une politique, une seule langue, connaîtrait un impact très négatif sur la cohésion sociale à l'école. Deuxième préoccupation, donc, cette politique d'une seule langue. Ceci connaîtrait très clairement un impact négatif sur la cohésion sociale à l'école. Au début des années 2000, il y a eu un cadre curriculaire pour l'anglais comme langue additionnelle et une version donc du PEL et également axé sur le CECR. Et ces deux instruments, le portfolio et le cadre, ont présenté les principaux concepts du Conseil de l'Europe. Avant tout, l'autonomie de l'apprenant. Mais bien que l'approche de l'école coïncide étroitement avec les intentions de la recommandation, ces deux préoccupations du Conseil de l'Europe ont joué un rôle même plus important dans la description et de l'analyse de l'approche que dans son développement. Donc, comme j'ai dit, il y a certainement ce chevauchement entre les deux, mais les grands concepts du Conseil de l'Europe ont été même plus importants en analysant et décrivant l'approche, et c'est certainement pas tellement le développement, ce qu'on fait dans le livre auquel j'ai déjà fait référence. L'expérience et l'exemple de Scourge et d'autres écoles qui travaillent dans la même veine avec une réflexion sur la recommandation de 2022 et son exposé des motifs devrait aider d'autres écoles à développer leur propre version de l'approche plurilingue et interculturelle, et ceci certainement en beaucoup moins de 20 années. Des conclusions assez succinctes. Au début, j'ai parlé de certaines réflexions préliminaires. Le concept de l'éducation plurilingue et interculturelle, a-t-on dit, connaît de grandes incidences sur l'éducation à tous ses niveaux. Les activités recommandées aux États membres impliquent un processus de réforme qui très probablement durera plusieurs années. Et j'ai également insisté sur le fait qu'on peut acquérir beaucoup dès maintenant sur le plan des établissements.
Ma première question, qu'est-ce que l'éducation plurilingue et interculturelle? Là, j'ai puisé dans la définition fournie par la recommandation elle-même. J'ai eu la réponse à ma deuxième question. Pourquoi voudrait-on promouvoir l'éducation plurilingue et interculturelle? La réponse est dans les 7 principes directeurs définis dans la recommandation. La troisième question, comment peut-on développer et mettre en œuvre l'éducation plurilingue et interculturelle? Là, j'ai fait référence à l'exemple de Scarbridge, Calini, cette école irlandaise. Quelques mots à la fin de cette présentation. Comme j'ai dit également au début, le progrès éducatif est le plus efficace quand l'évolution des politiques est axée sur des pratiques réussies, quand les principes généraux sont testés contre les réalités de l'expérience éducative vécue, quand les réalités quotidiennes de l'école et de la classe, du collège, de la salle de conférence ou de séminaire coïncide de manière critique avec les principes qui forgent les politiques. Comme ce webinaire s'est voulu montrer, la recommandation 2022-1 et son exposé des motifs peut être utilisé de manière complémentaire pour stimuler et orienter le développement de politiques et de pratiques sur le plan national, processus complexe et de longue haleine qui, en principe, inclut tous les secteurs et tous les niveaux de l'éducation, et pour analyser les politiques et pratiques actuelles, avant tout sur le plan institutionnel, avec la perspective de mettre en place des réformes et développements locaux, et pour découvrir de quoi on parle, ceci pour les apprenants en classe, dans les salles de séminaire et lors de conférences. Sans les processus descendants et ascendants de ces deux emplois, la recommandation ne connaîtrait jamais l'impact envisagé par le Conseil de l'Europe. S'il n'y a pas d'exemple d'initiative locale comparable à Scarbridge Calini, mais visant les besoins des contextes locaux respectifs. Si ceci n'existe pas, les processus descendants de mise en œuvre manqueront du soutien de la base. De l'autre côté, s'il n'y a pas ce genre de politique descendante de développement ou de redéveloppement, avec un effort bien consacré, les exemples locaux tels que Scarbridge Calini perdraient en importance parce qu'il n'y aurait pas de soutien local. Parce que si on dépend de la seule institution, on dépend très clairement du personnel de cette institution quand il y a changement de personnel, par exemple. Et maintenant, mesdames et messieurs, ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis sûr que vous en êtes contents. Et je repasse la parole à Sarah. Merci beaucoup. Sarah, you're muted. Thank you, David. Thank you very much. Merci, David. Un grand merci à David. Voilà une présentation bien complexe et enrichissante et avec beaucoup d'inspiration. Et j'espère bien que vous aurez maintenant beaucoup d'idées pour commencer ce voyage vers la mise en œuvre de l'éducation plurilingue et interculturelle. Je ne pense pas qu'il y ait des questions, peut-être à cause de ce retard au début, dû au problème technique qu'on regrette. Encore une fois, je m'en excuse. Et avant tout, en ce qui concerne ceux qui écoutent le canal français francophone, il y a eu des problèmes techniques avec le canal de l'interprétation, mais à la fin, on a eu un webinaire en français et en anglais, dans l'esprit de notre bilinguisme. Ici, juste pour ajouter quelques diapositives pour compléter la présentation de
David. Voilà l'une des remarques, cette nécessité des processus descendants et ascendants respectivement. Et ça, c'est en fait très important. Et c'est une recommandation à l'intention des États membres avec l'attente que les mutations jouent dans les pays respectifs. Mais le Conseil de l'Europe, là, n'est pas responsable de ce processus. Tout au contraire, nous, en particulier ici au CEV, avec les collègues strasbourgeois, nous aide à réduire ces approches ascendantes et descendantes. Et à la fin, je voudrais juste vous montrer deux de ces ressources dont on dispose. Et ici, je vous montre la structure de la recommandation du Conseil de l'Europe. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Ici, je vous montre également le webinaire du mois de juin. On l'a ici à notre site Internet. Là, vous trouvez des idées qui puisent dans des extraits de ces quelques parties du principal texte et de l'exposé des motifs et comment on peut les utiliser comme point de départ. Et ceci pour voir de quoi il s'agit quand on dit éducation plurilingue et interculturelle. Donc, veuillez bien regarder ceci. Et ensuite, structure, on a également cet exposé des motifs. David l'a cité plusieurs fois, mais ça, c'est un texte qui a beaucoup de hyperliens qui vous montre des outils et exemples des travaux du CELV de Graz. Par exemple, il y a des ressources pour mettre en place des politiques linguistiques nouvelles pour soutenir les langues de scolarisation pour la promotion des langues familiales et pour se pencher sur les compétences qui sont nécessaires pour les enseignants. Une multitude, une richesse de ressources, donc veuillez bien lire et regarder l'exposé des motifs avec ces hyperliens. Voilà la fin du deuxième webinaire. Il y en a un troisième entre janvier et mars et un quatrième avant la pause d'été qui se concentre sur l'engagement de la société en tant que telle. Vous aurez les informations. Donc, encore une fois, je voudrais vous dire un grand merci à David Little, un grand merci à vous toutes et tous. Merci pour l'écoute, merci pour votre patience en ce qui concerne les problèmes techniques. Et maintenant, j'espère que vous avez un excellent week-end bien rempli d'idées en matière l'éducation plurilingue et interculturelle de la part de David à Dublin et de la part du CEV de Graz. Au revoir.